Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission de littérature. C'est votre rendez-vous hebdomadaire d'échange autour d'un ouvrage de son auteur. Et pour aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui est déjà passé par cette émission une fois déjà. Il s'agit de Stanislas Ronkani qui a publié tout récemment son deuxième ouvrage, Les ongles de la nuit, avec une préface de l'inspecteur Apollinaire Agbazaou. Pour cette deuxième publication, notre auteur s'est proposé de nous emmener dans les méandres de la religion endogène, faire appel au monde spirituel pour répondre à quelques exigences du monde physique. On va aborder avec lui un peu quelle est la pertinence de cette thématique-là, surtout que cela répond à des questions, je dois dire, d'actualité, à des sujets d'actualité. Monsieur Ronkani, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur mon plateau. Merci. Un nouvel ouvrage, en pratiquement 2 ans, je dois dire. Félicitations. Merci beaucoup. Ça va très vite, hein? Ça va vite, c'est un rêve qui est en train de prendre corps. Le rêve de laisser à la postérité la somme de mes observations de la vie autour de moi. Vous avez proposé, de nous faire naître un recueil de nouvelles. 6 tests, un peu comme d'ailleurs l'autre ouvrage, même si l'autre s'est focalisé un peu plus sur la question de la décentralisation et ses rouages, la vie à la base. Cette fois-ci, on a un horizon un peu plus large, un peu plus éloigné, sauf qu'ici, on a pour tous les tests pratiquement un lien. Le recours à, je dois dire, aux réalités endogènes, au monde spirituel africain. Pourquoi est-ce que ce monde vous a intéressé en principe? Pour votre profil d'intellectuel, pour votre profil de chrétien, ce n'est pas des choses à toucher. Vous savez, l'écrivain est un touche-à-tout. Lui, il observe tout et il peut rendre compte de tout. Je ne suis pas différent des autres écrivains. J'ai voulu, disons, rendre compte de ce que j'observe autour de moi, de la vie de tous les jours, de ce que les autres vivent et dont j'ai écho. En réalité, c'est cela. Mais pourquoi un focus sur les réalités endogènes? C'est ça qui fonde en fait l'âme de l'Afrique et particulièrement de notre pays, le Bénin, qui, n'est-ce pas, regorge de richesses culturelles, voire cultuelles, qu'on ne met pas suffisamment en avant, du moins le côté positif. Parce que, comme toute matière, il y a les aspects positifs, il y a les aspects négatifs. De tout temps, on a dénoncé, on a, disons, désigné à l'indignation publique l'état de notre société. Mais derrière cet état, il y a quand même quelques valeurs qu'il faut promouvoir. Et donc, mon expérience de journaliste, disons, m'a permis d'aller à la rencontre d'un certain nombre de réalités, n'est-ce pas? Ces réalités que le citoyen ne voit pas tous les jours, mais qui sont là et qui influencent notre vivre ensemble, nos réalités. Donc j'ai voulu traduire un peu tout ça dans des écrits. Et mon objectif est en train d'être atteint parce que j'ai décidé d'être un écrivain de thèmes sensibles, n'est-ce pas? J'ai voulu aborder des thèmes que les gens sont un peu frileux à aborder en tant qu'écrivain. Et j'assume entièrement parce que, tout comme vous, journalistes, qui avez une ligne éditoriale, moi j'ai décidé d'avoir cette ligne littéraire pour dénoncer, mais tout en proposant. Et vous allez découvrir dans la suite. Est-ce que, tel que ça se présente dans votre recueil, le monde spirituel à l'africaine est aussi omniprésent dans le quotidien des Africains comme ça? Tout à fait, je suis bien placé pour le dire. Moi j'ai eu la chance de vivre vraiment, disons, en famille. Quand je parle de famille, c'est la famille élargie. Et donc dans ces réalités-là, il n'y a pas une seule famille au Bénin où il n'y a pas un patrimoine culturel. Et donc toute mon enfance, j'ai eu l'affaire à la passer à Abomey. Et donc j'ai pu voir pendant toutes ces années comment ça fonctionne un peu, les réalités endogènes. J'ai grandi avec. Mais aujourd'hui, je suis chrétien. Et j'ai la chance même d'accomplir des responsabilités au sein de l'Église. Mais cela ne m'empêche pas, n'est-ce pas, de pouvoir montrer ce qui se passe au sein de nos couvents, au sein de nos familles. C'est à titre dénonciatif ou quoi? Je dirais un peu les deux. C'est une démarche un peu ambivalente.
n'est-ce pas, dénoncer ce qui ne va pas, mais en même temps faire des propositions. Et vous allez voir dans l'une des nouvelles, en l'occurrence la nouvelle éponyme de cet ouvrage, que voilà, Les Ongles de la Nuit, j'ai mis en scène un enseignant de mathématiques qui est excellent dans son travail, mais que la sorcellerie a décidé, n'est-ce pas, de martyriser en tentant de lui prendre son enfant unique. Vous savez ce que ça fait d'avoir un seul enfant et que les maîtres de l'ombre décident de vous l'arracher. Il a décidé d'aller jusqu'au bout parce qu'on lui a proposé de devenir sorcier. Ainsi, on va épargner la vie de son enfant. Mais ce qui est derrière, c'est qu'un professeur de mathématiques est une référence parce qu'il va former des générations sur des générations dans les matières scientifiques. Et aujourd'hui, le fonctionnement social a besoin de gens qui excellent dans ces matières-là. Parce que tout ce qu'on fabrique et qui contribue, qui n'est-ce pas, apparaît comme le carburant de la vie sociale, il faut être, n'est-ce pas, un scientifique pour le faire. Donc celui-là qui a décidé de se mettre au service des autres, on veut l'handicaper en lui enlevant son enfant. Donc je propose à travers le président de cette caste des sorciers de pouvoir dire qu'il est temps de faire autrement les choses. Il ne faut plus continuer à manger seulement des âmes, mais à mettre en griffe ces sorcelleries-là au service de la société. C'est en fait la trame de cette nouvelle. Justement, c'est quand même un croisement de deux mondes que vous faites. L'enseignant qui appartient à l'élite. Oui, à l'élite, au monde des réalités exactes, de la science exacte, qui finalement se résout à accepter, dans une certaine mesure, à recourir aux solutions de ce monde qu'on n'explique pas. C'est un aveu d'échec ou d'impuissance, ou c'est carrément une résiliation? C'est un postulat oxymorique voulu comme ça. Cette confrontation, ce n'est pas pour éteindre un monde contre l'autre, mais plutôt les mettre en relation pour, disons, évoquer la possibilité de faire cohabiter les deux mondes. Parce que ces valeurs-là, peut-être qu'elles sont utiles à notre société, je n'en sais absolument rien, puisque c'est Dieu qui a créé le monde et qui a mis ensemble le mal et le bien. Mais dans le même temps, il faut quand même cet esprit d'éclaireur, même si ça vient d'ailleurs, parce que l'éducation formelle, ça ne vient pas forcément de chez nous. Disons l'instruction, je voulais dire. Et donc, on a besoin de ça pour éclairer ceux qui sont un peu dans l'ombre. C'est un peu comme, disons, la caricature des prisonniers de Platon, qui sont, n'est-ce pas, dans un monde différent du monde intelligible. Ouais. Donc, je mets en scène les prisonniers de Platon avec ce monde intelligible qui pouvait les éclairer. Et même si dans le monde des prisonniers, il y a des réalités qu'il faut valoriser. Et vous confiez le rôle de, est-ce que je peux appeler ça de la révolution, au chef même du cercle, qui d'ailleurs a une façon, je vais dire, brutale de procéder, puisque c'est de but en blanc qu'il propose cette nouvelle façon et cette nouvelle façon d'opérer à ses congénères. Ça fait deux façons, je dois dire, presque brutales d'aborder la réalité et de chercher à opérer le changement au sein de ce cercle. Est-ce que c'est un mode opératoire efficace? Alors, j'ai voulu prendre part, effectivement, le chef de la confrérie pour obtenir le plus rapidement possible, disons, le changement voulu. Parce que c'est lui le patron, c'est ce qu'il dit qui passe. Tout à fait. Mais lui administrer cette étonnante métamorphose, ça amène les autres vraiment à subir à leur tour une cure drastique. Mais ce n'est pas passé très rapidement. Hein. Quand il a commencé, on a eu l'impression qu'il avait une petite araignée au plafond qui ne maîtrisait plus du tout, disons, ses facultés. Mais lorsqu'il a continué à aller toujours dans le même sens et a même dit des choses, disons, assez touchantes, ils ont compris finalement qu'il faut changer. Mais ces gens-là ne changent pas comme ça. Ils veulent avoir, n'est-ce pas, disons, une compensation. Et cette compensation, c'est de transformer cet éclaireur-là de la société, qu'est le professeur de mathématiques, en sorcier. Là, il peut les aider vraiment à continuer la cure.
Chers confrères, nous devons nous remettre en cause. Nous sommes porteurs de pouvoirs immenses. Vous voyez comment il nous est si facile d'installer tout un village dans un petit tronc d'arbre. Pourquoi ne mettons-nous pas nos forces surnaturelles au service du développement de notre pays? Nous avons la capacité envoûteuse de déprogrammer mentalement les néocolonialistes occidentaux pour qu'ils retournent à nos peuples le triple des richesses soustraites frauduleusement. Nous avons également les moyens maléfiques d'abrutir le fonctionnement des traders impitoyables de Bretton Woods pour qu'ils n'octroient à notre pays rien que des dons ou des prêts à taux zéro sur une période de 50 ans au moins. Est-ce qu'il n'y a pas une différence de logique qui fait que ces deux mondes ne peuvent pas justement se croiser? Le développement et la science à l'occidental n'est pas forcément la même perception au niveau de l'Afrique, même si on tente de nous l'imposer. Le fonctionnement de la société n'est pas la même d'un bout à l'autre du monde. Vous avez dû constater que c'est une mixture intelligente de thématiques. Dans ce même discours-là, vous avez dû constater que j'ai dénoncé, n'est-ce pas, l'emprise que les Occidentaux ont sur les sociétés africaines. J'ai dénoncé la magie noire, mais en même temps, j'ai estimé que cette magie noire-là peut aider à changer le regard que les Occidentaux ont sur l'Afrique, à changer leur pratique d'abrutissement sur l'Afrique. Et donc, ce président de la confrérie représente en réalité le message principal que je voudrais porter au monde entier sur nos réalités socio-culturelles, sur les relations aussi entre les pays développés et les pays du Sud. Pourquoi l'enseignant refuse carrément de prendre l'habit? Oui, de prendre l'habit. Il ne prendra pas l'habit parce que tout comme moi, il est chrétien et il est tellement, n'est-ce pas, reconnaissant envers Dieu qu'il se dit, mais lorsqu'il décide d'aller à cette école-là, il va pouvoir, disons, rompre le lien qui le lie à son Seigneur. Et c'est des valeurs religieuses qu'il défend. Et même si son enfant est en jeu, il préfère partir que de rejoindre cette confrérie. Est-ce que justement ce n'est pas le problème des cadres africains? Le fait de penser que c'est en s'éloignant de leur réalité que cela pourrait changer. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu peut-être adhérer et participer à la transformation à l'interne pour aller à la positivation qu'on espère justement? Je crois que vous avez entièrement raison. Peut-être que j'aurais pu aller dans ce sens. Mais à force de trop creuser ce sujet en allant à des détails, peut-être que le lectorat va me demander ou l'observateur lambda va me demander mais d'où est-ce que je tiens tous ces secrets-là? Le peu que j'ai eu à écrire, on se demande, mais on sait que c'est de la fiction. On sait que c'est de la fiction, mais néanmoins, si vous allez trop en détail, peut-être cette orientation, comme il y a un projet de transformer cette nouvelle en roman, c'est des pistes assez intéressantes que vous me donnez. Et je vais dans quelle mesure aller peut-être dans ce sens. Parce qu'effectivement, pour changer, disons, une façon de faire, pour changer, n'est-ce pas, une organisation, il faut l'infiltrer. Et c'est les pays développés qui le font. Tout à fait. Hein, en envoyant des taupes à l'intérieur, des agents doubles, je vais dire, à l'intérieur des organisations, pour que de l'intérieur, ils puissent aider à transformer les choses. Oui. Donc, effectivement, c'est une idée, n'est-ce pas? Oui, j'ai l'impression que le Bokono Aouno est comme un pont. Un monsieur qui fait la liaison, qui a un pied dans ce monde physique, un pied dans l'autre monde. Comme si jouer à la neutralité n'est qu'un couloir de transmission. Et pourtant, c'est des gens qui prennent parti. Hein? Oui, Aouno Legué, c'est un professionnel, n'est-ce pas? Il est un professionnel de l'occultisme. Il représente, n'est-ce pas, une transmission entre le monde des ténèbres et le monde visible. Et donc, lui, il se charge de transmettre les sacrifices aux sorciers pour qu'à leur tour, ils puissent étudier le cas, n'est-ce pas, des potentielles victimes. Et donc, parlant de complicité, c'est possible parce que il est arrivé des fois où on a bien transmis, n'est-ce pas, le butin, le package, mais la victime, disons, finit par mourir. Et donc, lui sait d'emblée, en allant vers eux, que ça ne va pas prospérer, mais il prend quand même le paquet, et
pour le temps. Donc, parlant de complicité, je crois que vous n'avez pas totalement tort. Mais dans beaucoup de cas, ils aident quand même à sauver beaucoup de gens. Et c'est leur rôle. C'est leur rôle. C'est un peu du commerce. Hein. Ah oui, chacun son rôle dans la vie. Et vous laissez le lecteur sur sa faim. On ne sait pas si... c'est vrai, comment est-ce qu'on appelle l'enseignant a refusé catégoriquement d'adhérer à ce cercle-là. Ouais. On ne connaît pas la suite. Est-ce que finalement les sorciers ont accepté de le prendre en lieu et place de son fils, ou c'est le fils qui finalement est parti? On ne sait pas. La valeur d'un ouvrage réside parfois dans la fin non accomplie, n'est-ce pas, de l'intrigue. Et donc j'ai voulu terminer cette histoire comme ça, sans qu'on ait une idée précise de ce qui allait se passer. Donc on laisse le choix à chaque lecteur d'envisager la suite. Sinon, c'est un peu comme les films ou les trames classiques. Est-ce que là, quand ça démarre, on attend déjà l'auteur à l'arrivée. Là, c'est pas une bonne chose. Il faut surprendre l'auteur, même l'agacer à des moments donnés. C'est ça la valeur d'une production littéraire. Allez, on va parler d'une autre nouvelle, Contingent Invisible, qui est d'ailleurs la première nouvelle et qui répond d'ailleurs à l'actualité au plan international actuellement. C'est au sujet de la guerre en Ukraine. Un contingent, vous l'avez appelé Invisible, c'est le titre de la nouvelle. Un contingent décide donc de partir de l'Afrique pour intervenir dans la guerre en Ukraine entre la Russie et ce pays-là. Sauf que ce n'est pas un contingent armé comme on aurait pu s'y attendre avec des chars et des fusils d'assaut. Même si les fusils d'assaut ici sont de nature assez singulière. Alors ce sont des gens de l'homme, comme vous le dites, du monde occulte, avec les réalités, bien imprégnées des réalités religieuses endogènes africaines, et qui interviennent justement sur une scène internationale comme ça. Et ils y arrivent. C'est toujours le projet de positivation, je dois dire, de ces valeurs qui continue ou qui a commencé. Tout à fait, même cette fois-ci, ça va vraiment au-delà. En fait, c'est mon coup de cœur. Hein. Parlant de nouvelles, c'est pas forcément les ongles de la nuit chez moi. C'est le contingent invisible. Et c'est d'ailleurs le titre que j'avais initialement choisi pour cet ouvrage. Mais une personnalité qui a lu le document, qui l'a bien apprécié, a proposé que je choisisse les ongles de la nuit. Parce qu'il dit, si les gens entendent les ongles de la nuit, ils vont chercher à comprendre. Les ongles de la nuit, ça veut dire quoi? Et effectivement, je suis en train d'atteindre cet objectif. Donc pour revenir au contingent invisible, en fait, c'est une caricature de la perception que les autres ont de l'Afrique et de ses réalités. L'Afrique, c'est un anonyme, quelqu'un qui est, un continent qui est invisible sur la scène internationale, un continent qui ne pèse pas grand-chose, moins de 3% de l'économie mondiale, totalement absente dans les technologies, dans les rapports de force et tout. Et pourtant, l'Afrique est capable de bien de choses. Alors, la guerre en Ukraine, ça se passe à plusieurs centaines, voire des milliers de kilomètres de l'Afrique, donc du Bénin. Mais il se fait que l'Afrique fait partie des régions du monde les plus touchées par cette guerre. Par exemple, les denrées de grande consommation ont pris de la valeur. Je prends le pain qui est fabriqué à partir du blé. Mais le blé est produit en Ukraine et en Russie. Et donc la chaîne d'approvisionnement en cette matière première se trouve vraiment perturbée et c'est nous qui souffrons ici. Mais les gens se demandent pourquoi les gens sont en train de se quereller là-bas et c'est nous en Afrique, sous les tropiques, qu'on souffre comme ça. Donc il faut travailler à influencer le cours de cette guerre, à mettre fin d'autorité à cette guerre-là. Et il n'y a pas meilleure façon de convoquer nos réalités endogènes, nos réalités culturelles, j'allais dire, pour tenter de mettre fin à cette guerre.
Et tout est parti d'une tournée de sensibilisation du gouvernement à l'intérieur du pays. Tout à fait. Parce que les gens se plaignent, parce qu'il y a la précarité existentielle. Donc il faut aller vers des populations pour leur expliquer les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas, de cette situation. Et c'est après ces explications bien éclairées, bien argumentées, orchestrées par les ministres de la République, que les populations ont compris qu'en réalité, la précarité actuelle n'est pas due à la malgouvernance ou au choix, n'est-ce pas, de développement de notre pays, que c'est dû à un conflit en deux pays loin d'ici. En deux pays loin d'ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on ne veut pas continuer à souffrir. Et donc, il y a un certain nombre de composantes de la société qui ont délégué, n'est-ce pas, de représentants pour former un contingent, c'est-à-dire une cohorte de militaires occultes, si je peux l'exprimer ainsi, pour participer à la guerre comme troisième force belligérante. Et donc, je me permets de lire ce petit essai-là, qui rend mieux en réalité ce que je dis. Tout à fait. Le collectif venu rencontrer le chef de l'État est un groupement de têtes embroussaillées et fêlées. On y distingue des chasseurs revêtus d'une armure de talisman, des dignitaires de fétiches oraux, Egungun, Zangweto et Atingali, des devins sacrificateurs, des matrones ménopausées et quelques vierges épargnées des mondanités fangeuses. Ce casting déroutant forme le contingent mystique concocté pour mettre en déroute les combattants de la mer Noire. Vous voyez, ces acteurs qu'on a cités, c'est les porteurs de nos réalités culturelles. Quand on parle d'Atingali, c'est une composante de notre patrimoine religieux. Et donc, de loin, disons, la maquette qu'on a de ces acteurs, c'est que c'est vraiment des gens qui n'existent que pour nuire, qui embrouillent les gens, on ne sait pas vraiment de quoi ça retourne leurs activités, mais pourtant qui sont utiles et qui, disons, participent à l'animation de notre vie culturelle. Donc, ceux-là qui détiennent certains pouvoirs ont décidé de se mettre ensemble. D'abord, ça, c'est une façon de dire que nous avons plusieurs religions, sans forcément verser dans un syncrétisme négatif. On peut mettre ensemble ces religions-là pour constituer une force. Et c'est ce qui a été fait. Ils sont allés voir le chef de l'État pour dire maintenant il faut qu'on entre en guerre. Avec des munitions. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de fusil, qu'il n'y avait pas de munitions. Mais il y en avait quand même, mais des munitions occultes. D'autres formes. Exactement. Donc c'est avec ça qu'ils ont décidé. Et j'avoue que ces armes ont eu une efficacité assez intéressante. Alors, parce que des paroles ont été prononcées, parce que des sacrifices ont été faits, parce que, je dois dire, des démarches ont été menées. On a remarqué un changement assez inexpliqué dans le comportement des combattants sur le front, sur le terrain. Vous avez dit par exemple que sur le terrain, le conflit se transforme en une chaîne d'inconnus. Plus de tactiques de guerre qui vaillent, le nombre de suicides augmente, les désertions aussi, le moral de troupes dans les deux camps est à terre. Vous avez essayé de faire un jeu d'équilibre pour ne pas prendre position pour l'une ou l'autre des nations engagées. Pourquoi? Tout à fait, l'Afrique est en action. Et l'Afrique, si elle doit jouer la médiatrice, elle doit pouvoir ménager les deux parties. Même si dans la réalité, on connaît à peu près la position majoritaire des pays africains. On sait de quoi cela penche, de quel côté cela penche. Mais dans mes écrits, j'ai essayé d'être un peu, de rester au milieu, mais de, disons, porter des coups à toutes les parties. Vous voyez que aussi bien Russes qu'Ukrainiens tombent sur le théâtre de guerre sans qu'on ne sache en réalité la cause de cette défection. J'ai décrit un certain nombre de fléaux, des apparitions cutanées, disons des vertiges qu'on explique absolument pas. Malgré les tonnes de vivres engrangés, on tombe vraiment dans amaigrissement. Voilà, donc c'est vraiment l'Afrique en action. C'est montrer au monde entier que l'Afrique a un certain pouvoir, même si ce n'est pas les supersoniques, les armes modernes qui terrassent tout sur le passage. L'Afrique est capable
tout en étant invisible. Oui, mais on est dans deux mondes différents, deux mondes presque opposés, ou sinon parallèles, j'allais dire. Là-bas, c'est la logique cartésienne. Ici, c'est la logique, je ne sais pas comment il faut l'appliquer. Est-ce que le croisement n'est pas difficile? Comment est-ce que vous arrivez justement à y répondre? Surtout qu'on a connu par le passé ces histoires de résistance où nos ancêtres quand même ont utilisé ces techniques qui n'ont leur pas marché en tant que telles. Alors, en fait, c'est rien de nouveau, hein. Lorsque vous apprenez par exemple que dans les années 1900, notre, disons, ancêtre, le roi Béhanzin, disons, avait empêché par exemple son convoyage sur un autre continent. Mais il n'a pas fait avec des armes visibles. Par exemple, il a décidé de ne partir que le moment où il décide de partir. C'est un peu cette caricature-là que je suis en train de traduire à travers ce livre-là. Donc, il y a ces réalités-là qui existent, et ça n'existe qu'en Afrique, et il faut en être conscient. Il n'y a que l'Africain pour comprendre. Il n'y a que l'Africain pour comprendre. Et c'est possible de valoriser, n'est-ce pas, ces valeurs, pardon, ces possibilités que nous avons chez nous, montrer aux Européens que vous êtes forts, mais nous aussi on n'est pas faibles parce qu'on a des atouts aussi. On a des atouts occultes. Dernier constat, rapidement, hein, on me fait signe que le temps il est parti. Alors vous dites la révélation de trop, les mâts ukrainiens se revêtent de surprenantes couleurs, un très vif vert jaune rouge qui rappelle bien les origines de la vision panafricaniste. Voilà, donc depuis le début, vous avez dû constater cela. Dans chaque écrit, dans chaque nouvelle, j'essaye de valoriser l'Afrique en général et notre pays en particulier. Notre pays a comme attribut fondamental vert, jaune, rouge, comme drapeau, et beaucoup d'autres pays africains aussi. Et ça a un sens dans le passé. Tous ceux qui ont milité pour le panafricanisme, le fait que l'Afrique doit constituer une entité entière pour, n'est-ce pas, prendre en charge son destin. Et donc, j'ai voulu rappeler cela. Ça, c'est ma façon d'être panafricaniste. En disant que, en lieu et place du bleu, blanc, rouge de la Russie et du drapeau jaune-bleu de l'Ukraine, il y a désormais le vert, jaune, rouge qui symbolise les valeurs africaines, qui symbolise le panafricanisme. Donc l'Afrique a réussi, n'est-ce pas, à s'imposer en mer Noire, à s'imposer dans une région qui concentre deux continents, à savoir l'Europe et l'Asie. Donc c'est une façon d'affirmer l'identité africaine et de mettre en avant nos valeurs, notre capacité. Stanislas Nkoné, un mot pour finir? Je regrette qu'on n'ait pas abordé les 4 autres nouvelles, n'est-ce pas, qui sont tout autant intéressantes que les 2 premières. Je veux parler de Obèse de secret, qui est l'histoire d'un réparateur de smartphone dont la tête regorge de secrets. Beaucoup de secrets. Il est physiquement gros, mais pas seulement. Parce que dans le coffre-fort de sa tête d'initié, il y a beaucoup de... Qui a failli être un témoin aussi d'une altercation. Exactement. Il y a difficile absolution, qui est l'histoire d'un prêtre, mais qui se trouve dans l'obligation de pardonner à un fidèle, mais qui a eu des relations, disons, adultères avec un parent au prêtre. Donc, est-ce qu'il faut pardonner? Est-ce qu'il ne faut pas pardonner? Il y a ça aussi. Il y a beaucoup d'autres histoires. Je voudrais finir en remerciant vraiment le professeur Apollinaire Gwazaou, l'inspecteur Apollinaire Gwazaou, qui a accepté de préfacer cet ouvrage. Je crois que quand on parle de Gwazaou, c'est un grand nom de la littérature. Donc c'est une fierté pour moi de l'avoir comme préfacier. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres publications. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Bonne inspiration aussi. Hein. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Vous passez un excellent week-end.